Salut les gars. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour parler d'un sujet qui me touche beaucoup, énormément. Et je pense qu'on en a déjà parlé sur pas mal de plateformes. Mais je voulais un peu donner mon point de vue et voir ce que vous en pensiez. Alors ce sujet en fait c'est les réseaux sociaux. J'ai quelques petites notes là pour pouvoir suivre le fil de ma pensée. Mais en fait, du coup, je me disais, c'est vrai qu'on vit à une époque où on est hyper connecté, tout le monde est très connecté, on partage des énormes flux et lots d'informations en temps réel, on a tendance, on a beaucoup d'accessibilité, une accessibilité très facile aux contacts, aux messages, aux gens. Et, euh, et en fait, je me demande si, malgré le fait qu'on soit si connecté, en fait, on n'est pas à une époque où en fait, on est du coup méga isolé. Alors, pourquoi Pourquoi est-ce que je dis ça euh, j'ai plusieurs points en fait. Par exemple, avec les réseaux sociaux, en l'occurrence, moi je prends l'exemple, je prendrais souvent l'exemple d'Instagram parce que c'est les réseaux sociaux que j'utilise le plus. Mais il y a eu Facebook, il y a eu Snapchat, maintenant il y a TikTok, enfin, il y en a plein, c'est constant. C'est notre génération et celle d'après. Il y a ce truc-là de constante comparaison. Donc, on est exposé, en fait, on est exposé au meilleur des gens, tout en nous comparant avec ce qu'on a de moins bien, de pire en fait. On est exposé à une représentation idéalisée de la vie de tout le monde en fait. Donc tout le monde montre sa meilleure vie, ses meilleures photos retouchées d'ailleurs très souvent parce que je sais pas pour les garçons, mais nous les filles, on a des applications comme Facetune, on a les filtres. Alors ça c'est un truc de ouf parce qu'ils sont tout le temps en train de... Ils mettent des filtres partout, donc en fait on n'arrive même plus à se trouver bien sans filtre. Donc du coup tu vas voir la photo de quelqu'un, tu vas dire cette personne est super belle, elle est super bien gaulée, nanana, mais en fait cette photo a été retouchée par les applications ou bien par Photoshop où elle a mis des filtres et tout. Donc rien que la photo de quelqu'un, c'est toujours ce qu'il y a de mieux, tout ce qu'elle fait c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'en fait on compare constamment notre pire à leur meilleur. Donc ça suscite beaucoup de jalousie, beaucoup de remise en question et beaucoup de perte d'estime de soi en fait parce que tout ce que les gens nous montrent, en fait, on est constamment face à un flux d'informations de gens qui vivent leur meilleure vie. Et quand tu regardes ça, c'est que clairement, tu es en train de pas forcément faire un truc très excitant. Donc c'est un peu lourd. Euh, euh, donc ouais, on se compare constamment aux gens. Et puis c'est assez addictif en fait. Tu vois, le geste de scroller, de tout le temps scroller. Moi, je sais que personnellement, je suis une addict à ça. Je peux passer des heures, mais vraiment des heures dans ma journée. La moitié même de ma journée à juste regarder quand j'ai rien à faire, quand je suis chez moi et que je me fais chier. Parfois, je regarde un film, je vais commencer à regarder et en fait, c'est juste addictif. C'est-à-dire que ma main, automatiquement, va prendre mon téléphone et va commencer à scroller. Et je m'en rends même plus compte, c'est devenu un automatisme. Et d'ailleurs, ça serait cool qu'on fasse une espèce de test en laboratoire avec des souris, parce qu'on avait fait des comparaisons à quel point les souris peuvent être addictes à l'héroïne versus le sucre. Et apparemment, le sucre est plus addictif que la... Je sais pas si c'est de l'héroïne ou bien de la coke. Mais en tout cas, le sucre est plus addictif que certaines drogues dures. Et je me demande si un jour, si on peut prendre un animal et on le met face à des réseaux sociaux, si on ne se rendra pas compte que le réseau social est encore plus addictif que la drogue et que le sucre. Donc ouais, ça crée vraiment des comportements déviants, on est tout le temps en train de scroller, c'est vraiment addictif, même le geste il est totalement addictif. On est tout le temps en train de regarder ce que les autres font. Donc c'est vraiment un côté un côté un peu pervers parce que c'est un côté un peu voyeurisme en fait. Et moi je sais que moi je peux aller très loin, je sais pas pour vous, et faites pas genre que c'est pas arrivé à l'un d'entre vous parce qu'on se sait. Mais ça m'est déjà arrivé de créer. Enfin, j'ai créé des faux comptes pour aller stalker les gens. Je vais regarder un truc, du coup, je vais regarder la page de l'ami, de l'ami. Et je me retrouve sur la page de la cousine du neveu d'un mec que je trouve mignon. Enfin, des trucs absolument incroyables dans le voyeurisme, en fait, pour avoir des informations qui sont, du coup, constamment partagées, en fait. Et c'est malsain. C'est très, très, très malsain. Mais est-ce qu'on l'a pas déjà tous fait? Stalker. Mais du coup c'est difficile parce qu'on est toujours donc face à ce flux d'informations là et moi je sais que ça m'est déjà arrivé de me sentir extrêmement isolée d'être toute seule à regarder à quel point les gens s'amusent et à quel point je ne suis pas là et du coup à vouloir peut-être répondre à ça
en moi-même postant des choses. Donc je vais poster peut-être un selfie un peu mignon pour que le mec que j'aime bien m'envoie un message. Et ça, par exemple, c'est des nouveaux critères de valeur, de mesure, d'estime de soi. C'est-à-dire que qui tu vas poster des choses en tant que meuf par exemple. C'est vrai que le nouveau critère un peu pour quantifier un peu ta valeur, c'est sur en tout cas internet, c'est de savoir qui te follow. Par exemple, si t'aimes bien un mec, est-ce qu'il va te follow back? Est-ce que si tu likes ses photos, est-ce qu'il va te les liker aussi? Si tu postes un selfie un peu mignon, est-ce qu'il va liker ton selfie? Et c'est vrai que c'est hyper biaisé parce que c'est que des rapports comme ça, un peu des intrigues un peu bizarres. Ok, j'ai posté une photo mignonne, mais il a pas répondu, il a pas regardé ma story, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il m'aime bien? Nanana. Waouh! Pas de follow, qui te follow pas? Alors, ok, donc je suis pas assez intéressante dans cette personne-là, me donne pas de follow. Ou je postais un truc, elle m'a pas liké. Donc, tu vois, on a changé nos critères de mesure de valeur. Et en fait, c'est hyper chiant parce que du coup, c'est totalement biaisé. Donc, je veux que ce mec il m'aime bien, je veux qu'il me follow, mais il me follow pas. Je vais poster un selfie un peu cool, un peu mignon, tu vois, une photo un peu mignonne et on va voir s'il va regarder ma story, des trucs comme ça. Enfin, c'est tellement des jeux bizarres. Et, euh, et du coup, c'est hyper. On se sent vraiment isolé. On se sent vraiment isolé parce qu'on fait toutes ces choses-là, mais en même temps, c'est pas la vie réelle. Et, euh, et moi, je sais que. Il y a plein de fois où je me suis sentie obligée de poster des photos pour montrer que je m'amusais ou des stories où je vais dans un endroit hyper cool et je vais tout filmer parce que je veux que tout le monde sache que je suis dans un endroit super cool et que je suis avec des gens super cool et que je m'amuse trop bien, que le gars est génial. Pourquoi ne pas juste vivre en fait et ne pas chercher à le montrer? Donc ça, c'est assez problématique. Ce qui fait que du coup, en fait, on se retrouve à une dynamique où les gens ne te parlent que parce qu'ils ont vu tes stories. Moi, je me suis retrouvée plein de fois à pas avoir de nouvelles de telle ou telle personne et je postais un truc cool ou je postais un truc, juste je postais tout court et là, la personne elle va voir tu sais, le rond là sur Instagram et va se dire ah, mais c'est vrai que Claude, elle existe. Et du coup, va m'envoyer un message pour me prendre des nouvelles via le fait que j'ai posté quelque chose. Alors, c'est pas forcément intéressé, c'est pas parce que j'ai posté un truc qu'il va se dire ah, donc, quoi que ça arrive, hein. Des gens qui voient ce que tu es en train de faire, ils disent ah, mais ça a l'air trop cool, moi aussi je veux le faire. Envoyez-moi slide in the DM. Mais c'est plus du ah, bah c'est vrai qu'elle existe cette personne, ah, bah si j'envoie un message. Et c'est horrible parce que sans ça, en fait, les gens ne te parlent pas. Moi, je sais que ça m'arrive souvent, par exemple, quand je poste quelque chose, c'est là qu'en fait on m'envoie des messages, c'est là que mes amis se rappellent que j'existe, entre guillemets. Mes amis, entre guillemets, que j'existe, entre guillemets, parce que au final, s'il faut que je poste un truc pour qu'ils se rappellent que j'existe, c'est pas forcément des amis. Mais c'est déjà arrivé plein de fois où j'avais pas de nouvelles de telle ou telle personne et je postais un truc et là, ah ouais, putain, c'est vrai, elle existe, Claude, comment elle va, comment tu vas, et tout. Et là, je reçois un message. Ça peut être des messages intéressés, ça peut être des messages de t'es en train de faire telle chose, j'aimerais bien savoir ce que tu fais, comment tu le fais et donne-moi des informations. Ou ça peut juste être un message juste en fait, parce que dans l'inconscient en fait, virtuel, en fait, on est tellement tous cette espèce de communauté virtuelle que les gens oublient le réel et qu'il y a plein de gens en fait, ils te voient pas poster, ils ne pensent pas à toi. Et du coup, c'est quand ils voient quelque chose que tu as posté, qu'ils se souviennent de toi et qu'ils t'envoient un message. Ah, ça me ferait plaisir de te voir, ou bien comment tu vas, blablabla. Parce qu'aussi, au final, on prend vachement les nouvelles des uns des autres via les stories. Il y a des gens, j'ai pas de nouvelles d'eux pendant des semaines, pendant des mois, et vice versa, mais tu sais très bien ce qu'ils font tous les jours, parce que tous les jours ils postent un petit peu, et c'est comme ça que tu te tiens au courant un petit peu. Sauf que c'est pas ça en fait, l'amitié c'est pas ça, prendre des nouvelles. Prendre des nouvelles, c'est prendre ton téléphone, appeler quelqu'un, le voir, passer du temps avec, créer des souvenirs ensemble. Regarder ce que la personne a décidé de poster, c'est pas ça la vraie vie, mais c'est vrai que c'est devenu le quotidien de beaucoup de nouvelles amitiés 2.0 entre guillemets. Même des gens que tu aimes bien dans la vraie vie, tu te retrouves à beaucoup moins les voir parce qu'au final tout le monde est un peu occupé et que chacun a ses propres cercles d'amis et en fait tu juste te retrouves à regarder ce qu'ils font via les réseaux sociaux et puis ça te suffit. Et je trouve ça un peu c'est un peu vicieux dans le sens où du coup les gens postent forcément des réalités améliorées d'eux, donc c'est pas la vraie vie ce qu'ils vivent. Ils vont te poster, moi je sais que les photos qui ont le plus été que les gens ont le plus liké, que les gens ont le plus aimé, les posts qui ont le plus touché les gens, entre guillemets, c'était enfin, entre ce que les gens m'en disaient et ce que j'avais moi vécu, il y avait une dissonance incroyable. C'est-à-dire que je me souviens de photos, les gens me disaient mais waouh, mais t'étais dans un endroit de malade mental, t'as vécu des trucs de ouf et la photo était trop belle et nanana, nanana. Sauf que moi, quand je me souviens des conditions que j'ai dû réunir pour prendre cette photo, à quel point c'était cauchemardesque parfois parce qu'il faisait trop chaud, parce que les gens étaient méchants, parce que l'endroit était un peu flippant, mais plein de choses en fait, où que j'ai tellement galéré dans cette journée-là, mais en fait on voit que j'ai 5 secondes où j'ai une photo hyper cool, et on se dit c'est trop bien. Mais même les photos elles sont pareilles, parce que bon, moi encore je suis pas trop dans le game de la retouche, ça m'arrive parfois d'améliorer des photos, mais des gens
ne serait-ce que la couleur du ciel, enfin, tout est faux en fait. C'est-à-dire que les couleurs sont pas les vraies. Pour les filles, on nous met des filtres. Genre, Instagram est juste, on peut même plus juste mettre sa tête normale en fait. Ils nous imposent des filtres. Il y a des filtres en voiture, en voilà, de toutes sortes pour se rendre plus belle. Du coup, les gens, ils ont une espèce de dysmophobie parce qu'ils n'arrivent plus à se trouver, elles n'arrivent plus à se trouver belles normalement. Donc il y a des gens qui, j'ai des copines qui sont tout le temps en train de faire des photos d'elles avec des filtres. Elles n'arrivent même pas à filmer leur tête normale. Donc c'est tous ces petits trucs là et en fait c'est hyper vicieux quoi. C'est hyper vicieux et et ça crée toute une espèce de dynamique superficielle. Donc c'est un peu triste. Mais en même temps, c'est le jeu en fait. Parce que moi, j'en suis la première coupable. Hein. Je fais partie de ces gens-là qui postent des choses plus belles que leur réalité, mais en fait, comme tout le monde, je pense. Et, et parfois, en fait, du coup, quand je vois des choses, quand j'ai des amis qui postent en fait les événements auxquels ils participent et tout, je me dis j'ai un FOMO. Donc le FOMO, c'est le fear of missing out. C'est la peur de rater quelque chose. Et moi, c'est quelque chose que j'ai FOMO, qui est donc de fear of missing out. C'est vraiment ce côté-là d'avoir toujours peur de rater une occasion, de rater un événement, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, parce qu'on a toujours l'impression. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans des endroits de malades mentaux, d'être en vacances dans des îles paradisiaques ou d'être dans des événements hyper cool ou des concerts géniaux et de regarder les stories des autres et de me dire ah j'aurais préféré être là-bas parce qu'en fait il y avait tous mes potes qui étaient là-bas. Et avec l'algorithme aussi, plus tu postes sur un événement, plus il apparaît aussi en haut de ton feed. Donc tu te retrouves à toujours voir des choses absolument extraordinaire et tu te dis mais en fait j'aurais préféré être là-bas alors qu'en fait ce que tu vis est déjà très bien, chose qu'on n'avait pas avant parce qu'avant on n'avait pas tout le temps, on n'avait pas ce lot d'informations qui faisait qu'on doit constamment se comparer à ce que les autres font en temps réel et on n'était pas tout le temps frustré comme ça et pareil dans l'autre sens aussi, hein, ça m'est déjà arrivé de devoir par exemple bloquer mes stories pour pas que certaines personnes les voient parce que je pouvais pas les inviter à des événements où j'avais invité peut-être d'autres personnes et je voulais pas que ça crée des tensions parce que du coup tout est mesure à drame en fait, tout peut t'amener tout peut t'amener en fait à un peu sujet de discours et d'embrouille parce qu'en fait les gens se disent pourquoi elle a invité telle personne et pas moi, pourquoi parce que moi on m'a pas invité et ça crée des intrigues amicales, ça crée des drames au sein de certains groupes et c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé personnellement de me sentir très isolée et d'en vouloir à des amis de pas m'avoir appelé à tel dîner ou de pas m'avoir invité à telle fête parce que alors que je voyais genre 5 ou 6 de nos potes qui y étaient et c'est vraiment problématique tout ça, c'est vraiment problématique et ouais, c'est dommage. Et du coup, ouais, ça m'amène à me demander en fait quand est-ce que c'est la dernière fois. Par exemple, toi, quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as posté une photo sans filtre, sans modifier ton apparence corporelle, ton visage parce que les filtres qu'on nous propose, par exemple, nous proposent une meilleure structure faciale, une structure osseuse. On veut avoir le visage de Bella Hadid après chirurgie. Donc on va avoir les pommettes plus hautes, la bouche plus pulpeuse, les yeux plus recourbés. La dernière fois que tu as posté une photo sans selfie, c'était quand sans filtre, pardon, c'était quand Quand est-ce que la dernière fois que tu as mangé un truc super bon, super beau, un restaurant sans le prendre en photo quand est-ce que la dernière fois que tu es parti à une fête et sans que tu as fait des stories en mode en train de t'amuser, trop bien. Ou que tu as juste vécu un truc cool. C'est quand la dernière fois que tu es parti en vacances et que tu n'as pas filmé les trucs cool que tu vis en vacances ou que tu les as pas pris en photo. On n'arrive plus à vivre des moments réels sans les partager virtuellement. Et, euh, et c'est une drogue. Et c'est hyper addictif et c'est hyper difficile de s'en défaire. Parfois, moi, personnellement, j'essaie parfois de faire des espèces de détox de ça. Donc, j'essaie pendant un petit moment, pendant quelques mois, de ne pas toucher au réseau. Mais c'est hyper difficile parce qu'en fait, quand je le fais, je me fais profondément chier, en fait. Avoir l'habitude de regarder la vie des gens, c'est hyper addictif. Et pouvoir montrer sa vie aussi, c'est super drôle, en fait. Alors, c'est drôle jusqu'à ce que ça devienne un peu vicieux. Mais du coup, quand j'ai pas ce truc-là de regarder ce que les autres y font, je me fais chier parce que en fait, ça prend tellement de temps, c'est tellement chronophage. Et du coup, ouais, tu peux lire un livre, tu peux écouter de la musique, tu peux regarder des films. Mais c'est vrai que c'est assez difficile d'arrêter tout court parce que aussi, du coup, tu perds un peu une dynamique. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui se font via ça. Il y a plein d'informations qui se transmettent via informations sur les réseaux sociaux. Et quand il n'y est pas, en fait, ça veut dire qu'il faut que les gens prennent le temps de t'appeler toi pour te dire viens à tel événement, ou bien fais telle chose, ou bien comment est-ce que tu vas. Chose que les gens n'ont plus le temps de faire, en fait. Les gens n'ont plus le temps de créer ce temps de lien avec toi, ou en tout cas, que les gens qui t'aiment vraiment bien. Donc, il n'y en a pas beaucoup.
ça nous amène aussi cette espèce de nouvelle identité. C'est-à-dire que les gens, quand tu les rencontres maintenant, tu leur demandes directement c'est quoi ton Instagram sur les applications, genre Tinder ou toutes les applications de rencontre. En général, j'ai envie de mettre leur Instagram parce que ça montre un peu ton univers. Professionnellement aussi, ça dépend de quel taf tu fais en général, mais on va te demander quel est ton Instagram ou quel est ton LinkedIn, quel est ton Facebook. En tout cas, le RH ou la RH va souvent te stalker. D'où les gens qui changent de nom pour pas qu'on les reconnaisse au travail, parce que ça prouve un peu ton univers, ça montre un peu quel genre de personne tu es ou quel genre de personne tu veux te présenter face à la société. Donc c'est vrai que c'est un peu ta carte, comment on appelle ça, ta carte de visite en fait. Et du coup, c'est vrai que en fait, ça amène des rapports ultra biaisés parce qu'en fait, ce que les gens présentent virtuellement et ce qu'ils sont, et bien souvent, il y a une énorme dissonance. Vraiment, c'est genre le jour et la nuit. Parce qu'en fait, les gens en fait, se follow beaucoup par intérêt et il y a vraiment beaucoup de rapports biaisés en fait. Moi, j'ai vécu plein de scènes comme ça où les gens, je voyais des gens qui ne s'aimaient pas spécialement, mais pour avoir plus de likes ou pour avoir plus de trafic sur leur compte, vont se créer une espèce d'univers où ils sont soi-disant potes avec telle ou telle personne pour avoir du contenu avec cette personne-là et donc amener du trafic sur leur compte. Et c'est vrai que du coup, l'hypocrisie, c'est humain, ça a toujours été depuis la nuit des temps, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais c'est vrai que c'est encore c'est un autre level. Ou bien les influenceurs. Les influenceurs, c'est assez incroyable. Le nombre de personnes comme ça qui ont l'air de maîtriser un sujet sur les réseaux et qui dans la vraie vie en fait ne correspondent pas à la description qu'on se fait d'eux en fait. J'en ai rencontré beaucoup comme ça d'influenceurs lifestyle ou mode ou nanana qui ont l'air d'avoir des vies absolument géniales et incroyables et qui ont l'air d'avoir tout ce dont on peut rêver et qu'au final tu les rencontres et tu te rends compte qu'ils n'arrivent même pas à payer leur passe Navigo. Je rigole pas. True story. Un pass Navigo. Oui, vous avez bien entendu. Ou une espèce d'influenceuse gourou de la pensée, des énergies, très peace, très ce que tu veux. En fait, la meuf, tu la rencontres, elle est hyper vide, hyper superficielle. En fait, son espèce de spiritualité, en fait, elle vient de la drogue. Clairement, c'est parce qu'elle se drogue beaucoup. C'est la drogue. Ouais, les enfants d'aujourd'hui. Je sais pas, moi, j'ai tellement d'exemples comme ça, des espèces de petites mannequins qui passent leur temps à poster, qui sont tout le temps en train de bouffer des trucs hyper bons, mais hyper gras. Et en fait, les meufs, tu les rencontres et en fait, tu te rends compte qu'elles sont anorexiques. Et pourtant, tout leur Instagram, en fait, c'est des photos de bouffe. Ouais, j'en ai rencontré. Du coup, tout est faux, tout est biaisé, tout est manipulé, c'est hyper malsain et en même temps, c'est addictif et c'est compliqué. J'ai une histoire comme ça. J'ai une histoire absolument incroyable. Donc moi, j'ai travaillé dans le milieu de la mode, de la musique et plein d'autres milieux différents. Et j'ai des amis qui sont vraiment dans ces milieux-là. Et c'était à Fashion Week à Paris il y a quelques années. J'étais en train j'étais à une fête pour je sais plus quel magazine et dans le cercle des gens avec qui j'étais, il y avait une mannequin dont je tairai le nom parce que c'est pas drôle sinon c'est pas drôle pour des raisons que voilà. Donc il y avait une mannequin plutôt connue, assez connue même, un chanteur et une designer. Je tairai le nom de tous les protagonistes, n'essayez même pas de demander. Et du coup, cette mannequin-là, elle est c'est une hit girl, voilà. C'est une mannequin / hit girl, tout le monde la kiffe, tout le monde la veut, tout le monde en a. Et je me souviens, on était en train de parler comme ça avec cette mannequin-là, ce chanteur, cette styliste, designer. Et en fait, la mannequin, elle calculait pas trop la styliste parce qu'elle savait pas qui c'était, elle s'en foutait, voilà, elle le connaissait pas, elle lui donnait pas l'heure. Elle parlait plutôt au chanteur parce que le chanteur était déjà un peu plus connu, carrément plus même. Et le chanteur, en fait, à un moment donné, donc il parle avec cette mannequin et il commence à présenter donc cette designer qui, au final, en passant, est sa copine. Mais dans ce milieu-là, ça sera un autre épisode que je raconterai. Personne n'est en couple avec personne. Bah non, on va pas niquer ses bails. Bref. Donc il présente sa meuf, la designer, à la mannequin en lui disant ouais, bah tu sais, ça c'est telle la designer. Et la designer, en fait, elle se présente via son nom Instagram. Et là, tu vois tout le comportement de la mannequin, mais genre, qui change. Ah, mais c'est toi! Ah, mais je t'avais pas reconnu parce qu'effectivement, elle n'avait pas mis
Elle n'était pas habillée en mode comme elle était habillée sur son Instagram, donc visuellement. C'est quelqu'un qui a un univers très opulent, très, très grandiose, très dramatique. Et c'est vrai qu'elle était habillée un peu normalement. Du coup, la mannequin ne l'a pas reconnue. Et elle était en mode, ah, mais je t'ai pas reconnue et tout. Et comme cette mannequin ne l'avait pas reconnue là, elle ne l'avait même pas calculée humainement. C'est-à-dire qu'elle lui avait même pas donné l'heure. Elle serait bloquée dans la toilette, elle aurait demandé un tampon, elle lui aurait même pas donné, tu vois. La charité Je trouvais ça chrétienne, ma assez sœur. exceptionnel de voir Ouais. à quel point, du coup, son comportement avait complètement changé à partir du moment où elle a réalisé qui elle était via son pseudo Instagram. Ah, mais t'es la meuf qui a je sais pas combien de followers et influenceuse et tu connais tel hôtel. Ah bah bien, on va devenir potes en fait. Et je trouve ça tellement malsain. C'est-à-dire que tu as un être humain qui est assis en face de toi, dans ton cercle amical, donc clairement qui n'est pas arrivé là par hasard, donc ça veut dire que vous avez quand même déjà des points en commun. Au moins, si ce ne serait que, par exemple, vous connaissez, tu la calcules pas, il faut que cette personne-là te donne le nom qu'elle a sur les réseaux sociaux pour que tu lui donnes de l'importance. J'ai trouvé ça tellement nul, tellement superficiel. Et en fait, à partir de ce moment-là, elles sont devenues plus ou moins potes. Enfin, potes, oui, à se prendre en photo, à traîner ensemble, à s'appeler ma chérie, à s'inviter à tel dîner, tel brunch, tel truc. Tout ça ne serait pas arrivé si cette fille-là ne lui avait pas donné son pseudo Instagram. Et c'est que des relations comme ça, que des choses. J'ai observé tellement de choses comme ça. C'est tellement naze. D'ailleurs, cette même mannequin, à la soirée où on était, à un moment donné, il y a toute la bande de Kendall Jenner, Bella Hadid, Gigi Hadid, toutes les mannequins là, qui sont en top en ce moment, là, qui sont arrivés. Et cette mannequin-là, donc cette même mannequin qui a réalisé que la meuf en face d'elle était une influenceuse et qu'elle a trouvé hyper cool, nous disait moi je déteste ce genre de filles à papa qui sont arrivées via la télé-réalité et qui sont maintenant genre au top du top, je peux pas les voir, genre je déteste toute cette clique de meufs là, toutes ces filles d'eux, je déteste. Est-ce que 2 heures après elle était pas en train de prendre des photos avec elle encore pour créer du contenu? Donc c'est vrai que c'est vraiment un monde hyper malsain, beaucoup de fake, tout le monde est hypocrite. L'hypocrisie, elle est là depuis la nuit des temps. Ça ne va nulle part. Il y en aura toujours. Mais c'est vrai que c'est à des niveaux vraiment... c'est des levels vraiment malaisants, en fait. Donc oui, par rapport aux conventions sociales, on est obligé de faire un peu semblant. On peut pas non plus être tout le temps en cash et être brutalement honnête. Clairement pas. Sinon, on n'aurait aucun ami, on n'aurait aucun lien social, ça ne serait pas possible. Mais il y a quand même, je pense, une espèce d'équilibre à avoir que beaucoup de ces gens-là qui se prônent à avoir une vie qu'ils n'ont pas forcément, non pas du coup, ne serait-ce que déontologiquement. Et il faudrait que vraiment on arrive à arrêter de se comparer à des gens qui sont constamment en train de mentir, et moi y compris. Moi aussi je mens, vous mentez, tu mens, il ment, nous mentons tous, ne serait-ce que par les filtres qu'on met, Facetune, on se retouche un petit peu, les photos qu'on améliore, la silhouette qu'on affine ou qu'on grossit, parce que maintenant c'est la mode, c'est d'avoir des grosses fesses. Par rapport à ce qu'on dit qu'on a fait, par rapport à quel point on fait genre on s'amuse, alors que si tu t'amusais autant que ça, tu serais pas tout le temps en train de filmer ce que tu es en train de faire. Genre, ce que j'ai mangé était trop bon, mais en fait non meuf, tu l'as recraché parce qu'en fait tu te fais vomir dans les toilettes. Genre il faut qu'on arrête. Et en fait on se compare tout le temps, constamment au meilleur, améliorer, modifier des gens. Sauf que c'est pas viable, on peut pas être heureux comme ça. Et du coup, on se remettra toujours en question niveau estime de nous-mêmes. C'est super malsain. On peut pas non plus aussi mesurer notre valeur, la quantifier par rapport au nombre de likes qu'on peut avoir, par rapport au nombre de follow, par rapport si notre crush il nous a liké, s'il a regardé nos stories et tout. C'est pas la vie réelle en fait. Si notre crush il nous aime bien, et ben, il nous envoie un message, il nous invite au cinéma. Genre, il y a tellement de choses à faire avant d'arriver à ce stade-là. Et en fait, moi, j'aimerais vraiment pouvoir arriver à trouver un espèce de milieu, d'entre-milieu, parce que je sais que l'être humain est un être sociable et qu'on aura toujours besoin de créer des liens. À la base, ça a été créé pour ça, hein. Facebook, MySpace à l'époque, tous ces premiers réseaux sociaux-là, c'était pour connecter les gens par rapport à des choses qu'ils aimaient en commun, ou par rapport à... Facebook, je crois que c'était Mark Zuckerberg qui avait créé ça pour connecter les anciens étudiants d'Harvard, il me semble que c'était ça. Donc à la base, en fait, c'est des choses qui sont quand même... c'est pour rassembler, donc c'est réunificateur, on veut se rassembler, on veut vraiment créer du lien, c'est humain, c'est normal. Mais c'est vrai qu'on arrive toujours à transformer des choses qui sont se veulent à la base positives en complètement... Enfin, c'est pas possible. On a réussi à créer un réseau social qui était à la base pour rassembler des anciens des élèves en première cause de maladie mentale chez les adolescents. Une étude que j'avais lue quelque part, c'était
En fait, ils avaient créé une intelligence artificielle et ils l'avaient rendue autonome au point de pouvoir surfer en fait sur le net. En l'occurrence, d'avoir créé un compte Twitter et donc du coup d'interagir avec les internautes dessus. Et ce compte Twitter-là, en l'espace de 24 heures, était devenu raciste et sexiste. Ouais. Donc c'est vrai que ce truc-là, on a ce truc-là humainement de transformer un peu des choses qui à la base se veulent grandioses en absolument médiocrité absolue. Et c'est vrai qu'à la base, MySpace et Facebook, c'était fait pour rassembler les gens par rapport à leurs intérêts communs, que ce soit musicaux ou bien autres. Et Facebook, c'était un trombinoscope pour réunir et rassembler des anciens étudiants d'Harvard. Et maintenant, c'est devenu voilà, cette cause-là un peu perturbante de névrose, de stress, de comparaison, de breakdown mental. Donc ouais, moi ma question c'est comment est-ce que vous faites pour prendre des distances, comment vous faites pour arriver à faire la part entre regarder des choses belles, montrer des choses belles et ne pas survendre, ne pas mentir et ne pas être jaloux et ne pas complètement couler face au flux d'informations des autres et de vous dire que votre vie c'est complètement de la merde parce que celle des autres elle est absolument grandiose et géniale. Donc ouais, je suis hyper intéressée de savoir quelles sont vos techniques vous pour prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, comment vous faites pour avoir une consommation beaucoup plus saine ou en tout cas moins malsaine. Est-ce que vous faites... est-ce que vous arrivez à pouvoir consommer les réseaux sociaux sans que ça empiète sur votre santé mentale? Parce que moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de prendre du recul et de faire comment dire, des coupures pendant quelques semaines, parfois même quelques mois, pour vraiment pouvoir revenir. Mais je reviens toujours. Il faut juste que j'arrive à trouver un équilibre entre le trop consommer et complètement disparaître. Parce qu'il ne faut pas que j'oublie que tout ce qu'on consomme est un peu faux. C'est des réalités modifiées et améliorer et puis voilà, faire la différence entre ce que les gens montrent qui est beau et juste le regarder et l'apprécier et ne pas tomber dans la jalousie, dans la comparaison, dans avoir mauvaise estime de soi et pas non plus aussi être dans la surenchère d'informations. Donc comment ne pas, moi par exemple en ce qui me concerne, trop partager tout le temps pour juste aussi pouvoir surenchérir sur cette espèce de compétition de qui aura la vie la plus cool et qui aura le plus de likes. Voilà, comment vous arrivez à trouver un équilibre entre tout ça, si vous êtes, si en tout cas ça empiète sur votre santé mentale, et comment faire pour surfer sans couler. Ah ah, vous avez vu le jeu. Ah là 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 là, mais quel voilà, poète! C'était ma question, et répondez sur les commentaires, et dites-moi ce que vous en pensez, et puis rendez-vous pour la prochaine vidéo. Salut!